Donc, si jamais on bug, là, il peut nous couper à tout moment. Exactement. Mais je sais que vous n'allez pas bugger. Peut-être moi, oui, mais pas vous. Au pire, on reprendra. Et puis, Yeah. que je bougeais ma jambe. Yeah. Ok, Moi aussi, j'ai tendance à faire ça. Yeah, Bon, mais moi-même, je ne me rends pas compte que je fais ça. Comme, je sens vraiment rien du tout. Pédo pour commencer. Raison. Vous voyez qu'elle a des compétences en communication. Exactement. Donc, même en éducation, on peut, n'est-ce pas? Bienvenue au podcast qui transmet un savoir explosif, le Club 2.0, où chaque épisode te plonge dans des histoires inspirantes, des idées novatrices et des découvertes fascinantes. Je suis très heureux de te présenter cette toute première saison qui est axée sur le développement personnel, et nous sommes à notre premier épisode où nous allons parler de la connaissance de soi. Un sujet qui sera exploité par un invité très spécial qui est d'ailleurs déjà là avec moi sur ces plateaux, Monsieur Désiré Niela, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci, et vous-même? Oh, super, très bien. Alors, je suis très heureux de vous avoir sur ce plateau. Comme je disais tantôt, c'est vraiment notre premier épisode, donc notre première saison et notre premier épisode, ce qui fait de vous notre premier invité. Donc, je suis enchanté d'être le premier invité et j'espère que je vais vous porter bonheur. Oh, exact. Alors, est-ce que vous êtes à l'aise sur le plateau du Club 2.0? Ah oui, très bien. On est bien reçu ici, donc on est gâtés. Parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas, M. Désiré Niela, il est professeur titulaire des langues et littératures à l'Université Sainte-Anne. Cette université, d'ailleurs, la seule francophone en Nouvelle-Écosse, la province où nous habitons. Et il est aussi auteur de plusieurs ouvrages, dont L'homme mutilé, qui est sorti le 4 octobre 2025. On va peut-être en parler un peu plus tard. Alors, M. Désiré Niela, bienvenue au plateau du Club 2.0. Merci de l'invitation. Parfait. Comme on le dit souvent, on ne peut pas mieux exploiter un sujet si on commence par le définir. Alors, on va commencer par là. Comment définirez-vous la connaissance de soi? Vaste question. Alors là, et qui me ramène d'ailleurs très loin en arrière dans le temps, en Grèce antique, avec une espèce d'injonction qui était inscrite au fronton du temple de Delphes. Connais-toi toi-même, qui a été popularisé par Socrate. Alors, connais-toi toi-même, en fait, c'était en fait une espèce de philosophie de vie. On prenait toute une vie à se connaître soi-même, et c'était pratiquement un peu le but de la philosophie. Alors donc, la connaissance de soi, c'est un sujet fondamental qui nous amène par l'introspection et aussi par l'expérience et à connaître nos émotions, nos traits de caractère, nos forces, nos faiblesses. Et donc c'est un peu cela la connaissance de soi, c'est-à-dire essayer d'aller au tréfonds de soi pour voir quelles sont nos forces, nos faiblesses. Nos émotions, quelles sont les émotions que nous vivons, que ce soit dans la joie ou dans la peine. Alors donc tout ça fait en sorte que on va construire quelque chose et on va avoir quelque chose qui ressemble à la connaissance de soi. Parfait. Donc c'est vraiment apprendre à mieux connaître sa propre personne. Mieux connaître sa propre personne, mieux savoir qui on est. Enfin, essayer de savoir qui on est, parce que c'est vraiment un programme. Il faut revenir à la maxime du temple des Delphes. Connais-toi toi-même. C'est pratiquement un programme de vie. Donc, et c'est quelque chose qui va durer pratiquement toute une vie, parce qu'une fois qu'on est, bon, on ne se connaît pas tout de suite. Donc, il faut vraiment vivre pour pouvoir se connaître. Est-ce qu'il y a un âge auquel il faut commencer ces processus-là? C'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a un âge où il faut commencer ce processus? Comme tu as mentionné que c'est vraiment toute la vie, là. Est-ce qu'il y a un moment où il faut commencer? Ben, à l'enfance, on va dire qu'on est encadré par ses parents. Alors donc, évidemment, mais ça participe aussi. Plus tard, on verra que ça va participer à la connaissance de soi, parce que évidemment, quand on va être adolescent,
moi, je pense qu'à partir de l'adolescence, on commence déjà à se connaître. Disons qu'on commence déjà à rentrer dans le processus, parce que dire qu'on commence déjà à se connaître, c'est un peu présomptueux en adolescence. Exact. Mais on entre dans une phase un peu turbulente qui va faire en sorte qui va déterminer effectivement qui on va être quand on sera à l'âge adulte. Donc, je pense que c'est à l'adolescence que le processus commence véritablement, parce que quand on est enfant, on est en fait encadré par ses parents. Et puis donc il y a un cadre, et après on essaie de se structurer à partir de l'adolescence, et on rentre dans l'âge adulte, parce que la connaissance de soi, c'est aussi quoi, ce n'est pertinent que quand on commence à être autonome, c'est-à-dire quand on commence à prendre ses décisions soi-même. Alors sinon justement quand on est encadré par les parents, c'est les parents justement qui fixent un cadre, alors que la véritable connaissance de soi justement arrive quand on s'encadre soi-même. Excellent. Waouh. Waouh. Pourquoi alors c'est important apprendre à se connaître? Ah, c'est très important d'apprendre à se connaître soi-même, parce que c'est vrai que quand on arrive dans une société, on ne naît pas tout seul, on ne vit pas tout seul dans le monde. Alors donc, apprendre à se connaître, à se connaître soi-même, nous permet d'abord de découvrir quelles sont nos forces et nos faiblesses. Et en fonction de cela, ça nous permet justement de donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, parce qu'on a conscience qu'on vit avec les autres. Donc, se connaître soi-même, ce n'est pas justement pour le plaisir de se connaître soi-même, c'est aussi parce qu'on est en relation avec les autres. Et le fait d'être en relation avec les autres, justement, fait en sorte que on sait quelles sont nos propres limites, hein, et puis, et quand on sait quelles sont nos propres limites, on peut pouvoir naviguer avec les limites des autres, et on peut aussi pouvoir naviguer dans le monde, dans la socialisation avec les autres. Parfait. Donc, selon vous, il faudrait commencer par identifier ses forces et faiblesses. Identifier comment ce processus-là de se connaître soi-même. Effectivement, ses forces et ses faiblesses, savoir identifier aussi ses émotions, peut-être pouvoir les maîtriser aussi, parce que parfois il y a des émotions qu'on a quand on est en joie, il y a des émotions qu'on a quand on est en peine. Alors, mais en fait, si je reviens à la maxime grecque du connais-toi toi-même, en fait, c'était une maxime qui permettait aux gens d'éviter de tomber dans l'excès. Et les Grecs appelaient ça hubris. Donc, de tomber dans l'hubris, dans l'excès. Parce que justement, c'est l'excès qui est nuisible. On peut faire des choses graves quand on est excessif. Et parfois, on ne s'en rend pas compte, et c'est après qu'on regrette d'avoir fait ces choses. Et donc, il faut pouvoir arriver à une sorte d'équilibre. Et cet équilibre-là va peut-être nous amener à atteindre la sagesse. Et c'était ça le but du connais-toi toi-même. Donc, il faut se connaître soi-même pour avoir cette espèce d'équilibre, d'abord en soi, et pour être en équilibre, c'est-à-dire en harmonie avec les autres. Très bien, très bien. Alors, quels sont, comme vous parlez de forces et faiblesses qu'il faut identifier, quels sont alors les outils à mettre en place quand il faudrait identifier ces forces et faiblesses? D'abord, il faut se regarder. Alors, donc, j'ai parlé tout à l'heure d'introspection. Alors, c'est un mot qui vient du latin. Donc, en fait, il faut regarder à l'intérieur de soi. Alors, donc, il faut pouvoir se regarder soi-même, être un peu soi-même son propre miroir. Donc, il faut avoir la force et la capacité d'être son propre miroir, parce que parfois, ce que le miroir nous renvoie peut ne pas être reluisant. Alors, donc, il faut pouvoir être son propre miroir. Et puis, il y a aussi l'expérience. L'expérience nous apprend beaucoup de choses. Donc, et c'est ce qu'on appelle communément l'école de la vie. Donc, on va à l'université pour avoir des diplômes, l'université nous dessine des diplômes, mais la vie nous dessine des diplômes aussi. Disons des diplômes symboliques. C'est-à-dire qu'on apprend par expérience. Et donc,
je dirais que l'introspection et l'expérience sont justement les outils qui nous permettent justement d'accéder à à la connaissance de soi. Parfait. Mais parfois, il y a aussi cette optique-là de regard des autres qui parfois nous impacte aussi quand on veut apprendre à se connaître, quand on identifie ses forces et faiblesses. Comment on agit pendant ces situations-là? Alors, le regard des autres, effectivement, est important, mais il ne devrait pas être quelque chose d'essentiel dans dans notre relation avec les autres. Parce que, si je prends par exemple le cas des adolescents, effectivement, c'est une période de la vie où le regard des autres est très important, ou parce que justement on est dans une phase où on veut être accepté, on veut faire partie du groupe, donc une phase d'intégration. Alors donc le regard des autres en fait est important parce que on veut faire partie du groupe, mais en même temps il faut avoir sa singularité. Il ne faut pas perdre de vue qu'on a une singularité et que le regard des autres ne doit pas brider notre singularité, notre individualité. Donc, on est quand même un individu, même si on veut appartenir au groupe, parce que nous sommes des êtres sociaux. Alors, donc, le fait d'être en groupe, c'est important. Donc, le regard des autres est important, mais on doit aussi penser au fait que nous sommes des individus et on ne doit pas diluer notre individualité tout simplement parce que on veut faire partie du groupe. Excellent, excellent. Ça, c'est très super. Alors, comme je l'ai dit au début, vous êtes professeur titulaire de langue et littérature. On va essayer un peu de faire ces liens-là entre la littérature et la connaissance de soi. Est-ce que la littérature aide parfois les gens à mieux se comprendre eux-mêmes? Pas seulement parfois, moi je dirais toujours, oui. Alors donc, la littérature, effectivement, c'est une espèce de vaste miroir qui nous permet effectivement de nous regarder. Parce que la littérature nous propose des héros, donc des personnages, des figures emblématiques, je dirais même des types. Alors donc auxquels on peut s'identifier, ou alors des types qui sont des figures repoussoires. On va dire non, moi je ne veux pas m'identifier à telle figure, par exemple Harpagon. Qui est un personnage de Molière qui est l'incarnation de l'avarice. Bah, évidemment, personne ne voudrait être traité de Harpagon. Donc voilà, par exemple. Voilà. Donc, donc la littérature nous permet effectivement de nous identifier. Donc, quand on lit, parce que la littérature, c'est aussi la lecture. Donc, quand on lit, on s'identifie. Donc, il y a une capacité, une force d'identification qui fait en sorte qu'on se projette sur la vie du héros. Et il y a des héros qui s'offrent à nous comme des modèles. Et donc, la littérature, effectivement, nous permet en cela, justement, de nous comprendre, de nous comprendre nous-mêmes. Donc, se reconnaître dans certains personnages aide aussi parfois à mieux se comprendre. Effectivement, parce que on peut se dire ce personnage traverse des périodes de la vie que j'ai traversées, ou alors ce personnage est confronté à certaines difficultés. Comment moi je ferais moi si j'étais confronté à ces difficultés-là. Alors donc ces personnages justement, ce sont en fait des modèles ou des anti-modèles, donc peu importe comment on prend la chose, donc qui font en sorte que justement on peut se mirer, à travers eux, et voir comment est-ce qu'on peut se corriger soi-même. Donc et c'est pour ça que la littérature est vraiment quelque chose pour moi d'essentiel. Alors j'ai l'habitude de dire à mes étudiants que la littérature c'est quelque chose de pas important, mais c'est essentiel. C'est essentiel. Est-ce que tu peux nous redire ça? Voilà, la littérature, c'est quelque chose de pas important, mais c'est essentiel. C'est essentiel, très essentiel. Alors, je vais vous donner 3 concepts. Je pense qu'avec la technique, ils vont nous aider là à mettre ces concepts-là à l'écran. Alors, entre lire, écrire et parler, qu'est-ce qui aide le plus à se connaître? Je dirais les 3.
Tout ça Parfait. ensemble. Parfait. Tout ça ensemble aide à se connaître. Alors lire, on vient de parler de la littérature. Exact. La littérature, effectivement, quand on lit, et pas seulement la littérature, on peut lire des choses en psychologie, on peut lire, et ça peut nous permettre effectivement de nous connaître. Écrire, aussi, c'est très important. Souvent, quand des gens on passe par des situations difficiles, ils écrivent. Alors, je peux prendre un exemple tout récent, qui nous vient d'ailleurs de l'actualité, alors de l'actualité française. Ça fera peut-être plaisir à votre collaboratrice ici présente. L'ancien président de la République française, Nicolas Sarkozy, a été condamné. Il est allé en prison. Dès qu'il est sorti, et pendant qu'il était en prison, il a écrit un livre. Alors sur son expérience carcérale. Wow. Et donc effectivement, le fait d'avoir vécu une expérience traumatique l'a amené à écrire. Et donc il l'a amené effectivement à être en introspection. Quand on est en prison, on est seul, on est enfermé, et donc on est forcément en période d'introspection. On ne peut que penser d'abord à ce qu'on a fait, à pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et etc. Et on pense, et on rentre à l'intérieur de soi. Et il en est sorti un livre, donc il a écrit. Wow. Alors, donc ça c'est un exemple. Parler, c'est aussi important parce que parfois, quand on a des problèmes, on s'en va voir un psychologue. Exact. Et qu'est-ce qu'on fait? On parle. Vous arrivez dans un cabinet d'un psychologue, il vous installe sur le divan et il vous laisse parler. Vous parlez et lui il n'intervient pas, il prend des notes et de temps en temps il intervient. Vous parlez. Alors donc et quelque part ça va vous amener à vous connaître. Alors donc tous ces trois concepts que vous avez mobilisés sont très importants pour la connaissance de soi. Excellent. Puisqu'on parle des lectures, lire des livres, est-ce qu'il y a un livre ou un auteur que vous pourrez conseiller à notre audience là, aux jeunes, qui peuvent aller lire pour mieux se comprendre encore? Alors, bon, comme je suis professeur de littérature, alors je vais prendre des exemples vraiment littéraires. Alors, je commencerai par les fables. Je les enseigne d'ailleurs en ce moment. Donc, dans un cours qui est suivi par beaucoup d'étudiants. Alors, donc, les fables de La Fontaine. Parfait. Les fables de La Fontaine nous permettent effectivement, alors c'est de courtes histoires, mais qui, avec le talent de La Fontaine, mettent en scène les traits de caractère, effectivement, des êtres humains. Alors, très souvent, ce sont des animaux qui sont des personnages. Ça peut être même des végétaux, des arbres. Ça peut être. Il y a aussi des êtres humains qui sont là-dedans. Mais les fables de La Fontaine, à travers ces courtes histoires, nous présente effectivement une panoplie de traits de caractère de l'être humain. Ça part de l'avarice, de l'insouciance, de la cruauté, de la force, de la faiblesse, de la gentillesse, etc. Donc, les fables de La Fontaine, c'est un conseil, c'est la première chose que je conseillerais. Bon, évidemment, comme je suis originaire d'Afrique, je vais aussi conseiller peut-être deux romans d'auteurs africains. Il y en a un que j'aime beaucoup qui est c'est un roman policier, mais un roman policier un peu particulier, d'un auteur sénégalais qui s'appelle Abbas Ndione. Le roman s'intitule Ramata. Alors c'est l'histoire d'une femme, c'est l'histoire du destin d'une femme. Donc qui par amour justement va tout quitter. Et il va accepter la déchéance sociale. Donc, et ça peut nous apprendre sur justement les dangers de ce qu'on peut faire par excès, l'hubris dont parlent les Grecs. Je pourrais parler aussi d'un autre roman, L'étrange destin de Wangrin, de Amadou Hampâté-Bâ, alors qui parle aussi du destin de ce Wangrin, alors qui a vécu toutes les fortunes et toutes les infortunes. Et qui nous apprend que la vie finalement c'est peu de choses. Donc il ne faut pas s'attacher aux choses. Waouh. En tout cas, moi-même j'irai lire ces livres-là aussi, et je vais vous inviter tous à aller les lire au lieu de toujours scroller sur TikTok, toutes ces bonnes choses, c'est bien, mais
Lisons aussi les amis, c'est très important. On va essayer d'approfondir un peu plus les sujets encore. On Mhm. va se pencher du côté des épreuves. Mhm. Pensez-vous que les épreuves de la vie, en général, aident parfois à mieux se comprendre? Bien entendu. Et je vous ai parlé de l'expérience. Yeah. J'ai parlé de l'introspection et j'ai parlé de l'expérience. Et j'ai ramené l'expérience à ce que j'ai appelé l'école de la vie. Parfait. Alors, parce que la vie nous décerne des diplômes. Et c'est très souvent à travers les obstacles. Okay. Parce que quand on est dans des événements heureux, souvent on n'apprend pas, enfin, on peut apprendre des choses dans des événements heureux. Par exemple, dans la naissance de son enfant, d'un enfant. Quand vous avez votre premier enfant, vous découvrez papa, et puis, ben, vous apprenez effectivement des choses, et l'enfant va vous apprendre des choses. Yeah. Mais c'est très souvent dans les épreuves qu'on apprend véritablement les choses. Okay. Parce qu'on est obligé de se confronter aux obstacles. Et d'ailleurs, il y a un auteur français qui s'appelle Antoine de Saint-Exupéry, okay, qui a dit que l'homme se découvre quand il se mesure à l'obstacle. Parfait. Voilà. Donc, quand vous êtes confronté à des obstacles, ben, et Sartre dirait, quand vous êtes mis en situation, et là, vous allez vous découvrir, vous allez savoir qui vous êtes vraiment. Mm-hmm. Alors, parce que tant que vous n'êtes pas mis en situation, vous ne pouvez pas savoir qui vous êtes. Je prends un exemple. Je connais quelqu'un qui avait un cousin très proche à lui. Okay. À chaque fois qu'il rentrait au Cameroun, c'est avec ce cousin-là qu'il tournait, qu'il fonctionnait. Mm-hmm. Quelqu'un de très honnête, quelqu'un de fiable. Okay. Jusqu'à ce que cet ami-là ait une maison à construire. Okay. Et qu'il confie effectivement les achats à son cousin, avec qui il fonctionne au Cameroun. Okay. Devant l'afflux de tant d'argent dans la construction de la maison, finalement, il s'est avéré que son cousin a essayé de gonfler parfois les prix de sacs de ciment, des prix de ci, de ça, et effectivement a dilapidé une bonne partie de l'argent, okay, qui a servi à la construction de la maison. Alors, une maison qui aurait coûté moins cher a finalement coûté beaucoup plus cher à cause de cela. Okay. Alors, tant que ce cousin-là n'était pas mis en situation, il n'était pas confronté à avoir à gérer cet argent et à être soumis à cette tentation. Mm-hmm. D'ailleurs, il y a une prière qui nous dit ne nous laisse pas entrer en tentation. Yeah. Donc, tant qu'il n'était pas soumis à cette tentation, on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait être malhonnête. Okay. Donc, ce sont ces expériences-là qui font que, ben, on apprend de nous-mêmes. Donc, et donc, les expériences nous amènent justement à avoir une lumière sur la connaissance de soi. Waouh. Honnêtement, j'aime beaucoup vos histoires. J'ai envie qu'on reste là en train d'en parler encore et encore. Alors, je vais vous donner 2 concepts. Mm-hmm. Connaître et s'accepter. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une différence? Se connaître et s'accepter. Oui, je dirais qu'il y a une différence parce que d'abord c'est pas les mêmes mots. Là, yeah, je réfléchis en linguiste. C'est pas, ce ne sont pas les mêmes mots. Sinon, ces mots seraient fusionnés. Alors donc, ce ne sont pas les mêmes mots déjà. Alors connaître, si on va dans l'étymologie, c'est naître avec. C'est-à-dire qu'on naît avec. C'est ça, ça me dit connaître. Naître avec, kum nashiri. Okay. Naître avec. Donc alors, on est avec quelque chose, donc c'est quelque chose qui est intime. Okay. Alors, donc connaître, on peut se connaître effectivement, alors puisqu'on parle de connaissance de soi, mm-hmm, mais s'accepter c'est une autre chose. C'est-à-dire que en fait s'accepter c'est être en accord avec le constat qu'on a de la connaissance de soi. Très bien. Donc, on peut se dire, OK, je sais que je suis colérique ou je suis un Don Juan, mais est-ce que j'accepte l'idée que je sois un Don Juan, par exemple? OK. Alors, parce que si j'accepte l'idée que je suis un Don Juan, ben, je peux commencer à travailler
Alors si le donjuanisme dont je souffre est une pathologie, je peux commencer à travailler sur moi pour pouvoir corriger cette pathologie. Bien. Mais si je ne l'accepte pas, alors ben évidemment je ne peux rien faire. Donc ça veut dire que je suis aveugle à ce trait de caractère, à ce trait qui me caractérise. Donc connaître et s'accepter, c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Donc s'accepter, c'est être en accord avec son caractère profond. Parfait. Voilà. Wow. Donc c'est ce que je pourrais dire par rapport à ces deux. Très rapidement, parce qu'on pourrait peut-être faire une session, là-dessus, mais c'est ce que je pourrais dire très rapidement. Et on va jamais finir l'épisode. Voilà. Alors, est-ce que nos valeurs personnelles jouent un rôle très important dans la connaissance de soi? Les valeurs personnelles jouent un rôle, oui, parce que effectivement, ces valeurs nous sont inculquées. Okay. Alors, en général, alors je parlais tout à l'heure de l'enfance où les parents justement encadrent l'enfant et en lui inculquant des valeurs. Okay. Et ces valeurs-là, justement, nous structurent, créent des limites, justement, nous évitent d'aller dans l'excès, le fameux excès dont se méfient les Grecs, okay. Les Grecs anciens, hubris. Yeah. Alors, donc, et donc, les valeurs, elles sont importantes. Donc, elles permettent effectivement de nous structurer, elles permettent justement de mettre un cadre, de fixer un cadre par rapport à nous-mêmes. Et donc elle nous évite justement d'être excessif. Alors donc les valeurs sont importantes. Alors bon, évidemment, qui dit valeur dit quelque chose de positif. Alors donc si on parle de valeurs personnelles, et ces valeurs-là souvent nous sont inculquées par à la fois nos parents, mais aussi par ce qu'on a appris, par l'expérience, etc. Donc ces valeurs, effectivement, participent à la connaissance de soi parce que justement, elles permettent de fixer des limites. Jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on ne doit pas franchir comme limite. Donc c'est ça qui est important parce que les valeurs nous permettent de fixer des limites. Ça, je ne peux pas le faire au nom de mes principes, au nom de mes valeurs. Et donc, ça participe effectivement de la connaissance de soi. Excellent. Alors là, on va se tourner un peu du côté de votre expérience personnelle. On va vraiment parler de la connaissance de soi par rapport à vous. Mm-hmm. Y a-t-il un moment clé dans votre vie qui vous a permis de mieux vous comprendre? Il y a eu plusieurs moments clés. Des moments heureux, des moments malheureux. Alors j'ai parlé de la naissance de mon premier de mes enfants. Oui. Okay. Donc c'était des moments à la fois difficiles parce qu'ils sont nés dans des contextes très très difficiles, mais aussi comme ils ont survécu, c'était à la fin quelque chose d'heureux. Donc du coup, j'ai compris que il y avait beaucoup de résilience, okay. de résilience en moi. Donc, mais en général, quand on est confronté à des difficultés, alors donc quand on traverse par exemple une vulnérabilité, une fragilité, on peut effectivement, on apprend sur soi. Quand on est malade, il se trouve que j'ai traversé une période un peu difficile par rapport à cela, et donc à un moment donné on est seul, et donc on fait une introspection. Quand vous êtes seul à l'hôpital pendant 1 mois et demi, vous pensez, vous rentrez en vous-même, et donc vous ne pouvez que faire une introspection et essayer de vous comprendre, essayer de savoir, de comprendre ce qui vous arrive, et puis essayer de vous améliorer aussi. Donc de prendre des décisions qui vont faire en sorte que vous allez vous améliorer et que vous allez être un meilleur individu, une meilleure personne. Parfait. Alors vous avez mentionné tantôt que se connaître, c'est vraiment une procédure qui dure toute la vie. Alors par rapport à vous, qu'est-ce que vous avez appris récemment sur vous?
Ah, ça, c'est une très bonne, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'ai appris récemment sur moi? J'ai appris que j'avais et les gens me le disent, hein, les amis me le disent, que j'avais une force mentale, qui fait en sorte que j'ai pu traverser l'épreuve dont je vous ai parlé précédemment. Donc, c'est ça. Donc, parce que, et c'est vrai que je suis sportif, hein. J'aime beaucoup le sport. Et parenthèse, vous jouez au soccer. Voilà, c'est ça. Donc, c'est un sport que j'affectionne particulièrement. Et parce que je l'ai pratiqué quand j'étais étudiant dans le cadre universitaire en France. Parce qu'en France, il y a un championnat universitaire qui est bien plus développé que le championnat universitaire. Ici, c'est développé par rapport à d'autres disciplines. Mais en France, le football, enfin, ils appellent ça là-bas le football. Le soccer est très, très développé sur le plan universitaire. Donc, j'ai défendu les couleurs de mon université. Excellent. Et en tant que sportif, justement, le sport nous inculque un certain nombre de valeurs. On parlait de valeurs tout à l'heure. Et ces valeurs-là m'ont aidé à traverser un certain nombre d'épreuves. Donc, effectivement, elles m'ont inculqué cette force mentale par rapport à... Et j'aborde effectivement la vie un peu comme un match de soccer. C'est un peu ça, si je peux prendre une métaphore. Donc, la vie, je la conçois comme un match de football, et que rien n'est jamais joué tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Donc, excellent. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. C'est vraiment super. Nous sommes presque à la fin de cet épisode. Alors, on va essayer de se pencher un peu du côté des erreurs. Okay? Quelle est la plus grande erreur à éviter lorsqu'on est en train d'apprendre à se connaître? La plus grande erreur à éviter, c'est la complaisance. Parfait. Il ne faut pas être complaisant vis-à-vis de soi. Alors, parce qu'il y a des gens qui évitent justement de se regarder, qui évitent l'introspection parce qu'ils sont complaisants vis-à-vis d'eux-mêmes. Alors donc, on ne demande pas d'être trop sévère envers soi-même. On demande simplement d'être juste envers soi-même, de pouvoir être capable d'affronter l'image que vous renvoie votre propre miroir. Et une fois que vous êtes capable d'affronter l'image que vous renvoie votre propre miroir, puisque vous êtes le miroir de vous-même, là, ça veut dire que vous refusez la complaisance. Donc, donc la qualité, c'est qu'il faut être lucide. Donc, il faut se regarder avec lucidité et sans complaisance. Et si vous n'êtes pas complaisant, ben là, vous êtes sur le bon chemin, justement, pour vous connaître vous-même. Le message est passé. Alors, si vous devez résumer la connaissance de soi en une phrase, ça serait quoi? Ça serait la compréhension de ce qu'on est intimement, c'est-à-dire de la compréhension profonde de ce qu'on est intimement, de ses émotions, de ses traits de caractère, de ses forces et de ses faiblesses. Excellent. Mesdames et messieurs, nous sommes sur le plateau du Club 2.0, la connaissance de soi avec Monsieur Désiré Niela. C'est juste magnifique. Alors, on est presque à la fin de l'épisode. Comme je l'ai promis au début, on va parler un peu de votre livre, votre ouvrage qui a été récemment publié le 4 octobre 2025, intitulé L'homme mutilé, qui parle de toutes les réflexions sur la condition post-coloniale. Est-ce que vous voulez en parler un peu? Oui, volontiers. Merci de me donner l'occasion de parler caméra figée sur vous. Voilà, de mon dernier bébé. Vous pouvez regarder votre caméra là. Voilà, de mon dernier bébé, effectivement. Alors, L'homme mutilé, réflexion sur la condition postcoloniale, qui a été publié aux éditions du Chabel Canada. Alors, c'est un ouvrage, c'est un essai. Alors, parce que moi, je suis professeur de littérature, j'ai toujours l'habitude d'écrire des études littéraires. Et là, pour la première fois, je me suis lancé dans un essai. Et c'est un essai qui essaie de scruter notre condition postcoloniale. Alors, et c'est un essai qui m'a été inspiré par la lecture d'un franco-tunisien qui s'appelle Albert Memmi, qui avait écrit un très bel essai qui a été très, très percutant. Portrait du colonisateur, portrait du colonisé.
Et j'étais dans un projet où j'essayais de travailler sur des grandes figures de la littérature africaine et pour voir à quel point ces figures-là reflètent notre condition actuelle. Et quand j'ai lu Albert Memmi, je me suis dit, ah, voilà ce que je vais faire. J'ai eu la lumière. Je me suis dit, je vais faire le portrait de l'Africain post-colonisé en contexte post-colonial. Alors, Memmi a fait le portrait de l'Afrique, du colonisé en contexte colonial. Moi, je vais faire le portrait de l'Africain en contexte post-colonial. Et c'est donc ces portraits-là, parce que c'est en fait, c'est un double portrait, parce que le post-colonisé, alors, se divise en fait ici en double portrait, parce que le post-colonisé, alors, se divise en fait ici en deux figures, l'héritier, c'est-à-dire l'élite, qui a le pouvoir, à qui on a transmis le pouvoir, et le cave, la figure que j'appelle le cave, qui représente en fait un peu l'homme de la rue, en fait des masses populaires. Donc je fais un portrait en contraste de ces deux figures et qui justement ces deux figures qui sont dans une relation inauthentique et qui en fait répètent la relation inauthentique qu'il y avait entre le colonisateur et le colonisé en contexte colonial. Et eux, alors que la colonisation est terminée, ils miment de nouveau, ils répètent effectivement cette relation inauthentique qui était celle du colonisateur et du colonisant en contexte colonial. Ils la répètent en contexte post-colonial. Donc c'est un peu ça l'idée du livre. Ouais. Excellent. Est-ce qu'il y a un autre livre sur lequel vous écrivez ces temps-ci? Oui, j'ai commencé un nouveau projet. Alors, je ne sais pas si alors donc c'est toujours autour des observations quand chaque fois que j'ai la chance de retourner en Afrique, sur la façon dont, si je prends le cas du Cameroun, pays dont je suis originaire, la façon dont on traite la mort par rapport à la vie. En fait, on célèbre plus la mort que la vie. Je m'explique. C'est-à-dire que quand vous êtes malade au Cameroun, alors il n'y a pas grand-chose au niveau des politiques de santé, comme ici où vous avez une carte de santé qui vous permet d'aller à l'hôpital et vous soigner. Donc vous devez solliciter votre entourage, vos amis, si vous avez besoin d'argent pour vous soigner. Alors, mais quand vous êtes malade, quand vous êtes dans la fragilité, dans la vulnérabilité, personne n'est là. Mais dès lors que vous décédez, alors là, toutes les quêtes se mettent en branle. Paradoxalement, les gens cotisent des milliers de francs pour vous faire des obsèques grandioses où ils vont venir boire, manger, etc. Alors donc, c'est sur ça que je suis en train d'écrire en ce moment. Magnifique, un peu dans la suite de L'homme mutilé. Magnifique. Et ça va être posté, ça va être publié bientôt. Voilà, donc, il faut me laisser le temps de l'écrire, le temps de l'écrire, donc ça prendra certainement. De le lire déjà. Voilà, c'est ça. Alors donc, ça tourne autour de l'économie de la mort. Alors, en fait, ça tourne autour de ce que je pourrais appeler une nécroéconomie. Ça serait peut-être ça le titre. Donc, voilà. Donc, c'est un peu sur ça que je travaille en ce moment. Des idées novatrices, des découvertes fascinantes, c'est ça le Club 2.0, c'est ça l'explosion du savoir. Nous sommes presque à la fin de cet épisode. Merci, M. Nella, d'être passé sur le plateau. Alors, pour finir, caméra figée sur vous, un dernier message que vous pouvez adresser aux jeunes qui doutent d'eux-mêmes. Alors, je dirais que douter de soi, c'est d'abord normal. C'est normal qu'on doute de soi, qu'on soit dans le doute. Je disais tout à l'heure que je suis professeur, ça fait plusieurs années, et que 5 minutes avant de rentrer en salle de classe, je doute. J'ai le trac. Mais qu'une fois que je prends la parole, le trac s'en va, et puis ça devient fluide. Ça a été le cas d'ailleurs ici pour cette entrevue. Donc, le doute est normal. Mais le doute doit justement inciter à l'action. Donc, il ne faut pas simplement rester figé et englué dans le doute. Il faut justement passer à l'action. Parce que c'est quand on passe à l'action que justement on va essayer de combattre le doute. Parce que de toutes les façons,
quand on passe à l'action, qu'est-ce qu'on risque? Tout simplement, on ne risque pas grand chose. Yeah. Donc, on agit et puis, il vaut mieux vivre de remords que de vivre de regrets. Okay. Donc, si on n'a pas agi, on ne peut pas savoir si on allait réussir ou pas. Donc, il faut pas rester figé dans le doute. Il faut que ce doute soit un doute actif. Voilà. Si je peux finir par un concept, un doute actif. Voilà. C'est le conseil que je donnerais aux jeunes qui doutent. Parce que le doute est normal, mais il faut que ça soit un doute actif. Les doutes est normal, mais il faut que ça soit un doute actif. Ça fait que cette magnifique phrase de M. Désiré Mila que nous finissons cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Soutenez-nous avec vos likes, commentaires et partages. Et pourquoi pas vous abonner aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 de cette première saison qui est axée sur le développement personnel. Et n'oubliez pas que le Club 2.0 est tout simplement l'explosion du savoir. Yeah.